Je m'appelle Paulette Garnier. J'ai 68 ans. Je vis seule à Nantes depuis la mort de mon mari. Et pendant 6 ans, j'ai financé le train de vie luxueux de ma belle-fille sans jamais recevoir un seul merci. Valérie est entrée dans notre famille il y a 7 ans comme un coup de vent parisien. Élégante, ambitieuse, le sourire parfait et le cœur vide. Mon fils Mathieu en est tombé éperdument amoureux. Moi, j'ai voulu croire que c'était juste de la timidité, que nous finirions par nous apprivoiser, que le temps arrangerait les choses. Mais le temps n'a rien arrangé du tout. Les premières remarques étaient subtiles. « Votre gigot est un peu sec, belle maman. » Les temps ont changé, vous ne comprenez pas. Mathieu mérite mieux que cette vie étriquée. Puis vinrent les oublis, les Noëls où je n'étais pas invitée, les anniversaires ignorés, les dimanches où je devais supplier pour les voir. Et Mathieu, mon petit garçon qui me serrait dans ses bras en disant « Je t'aime, maman », il baissait les yeux, il se taisait, il choisissait la paix plutôt que moi. Alors j'ai fait ce que font toutes les mères qui ont peur de perdre leur enfant. J'ai donné, encore et encore. Quand Mathieu a perdu son emploi dans la finance, c'est moi qui ai payé leur loyer. Quand Valérie voulait des vacances à Biarritz, c'est moi qui ai ouvert mon portefeuille. Les restaurants chics, les vêtements de marque, la Mercedes d'occasion, tout passait par mes comptes bancaires. J'ai vendu les bijoux qu'Henri m'avait offerts. J'ai rogné sur mes propres dépenses. J'ai renoncé à vivre pour qu'eux puissent briller. 90 000 € en 6 ans. 90 000 € de ma pension, de l'héritage de mon mari, de nos économies mises de côté pendant 40 ans de travail. Et pas une seule fois Valérie ne m'a regardée comme un être humain. J'étais juste un distributeur automatique avec un cœur de mère qu'elle pouvait presser à volonté. Un jeudi après-midi de novembre, sous la pluie fine qui n'en finit jamais à Nantes, mon téléphone a sonné. La voix de Valérie était stridente, furieuse. « Arrange ça maintenant. La carte ne marche pas et je dois acheter un parfum importé pour mon ami. Pas de bonjour, pas de « s'il vous plaît ». Juste cet ordre, cette certitude absolue que j'allais obéir, comme toujours, comme une bonne petite vieille, bien dressée. Et là, quelque chose en moi s'est brisé. J'ai revu tout, les humiliations, les sacrifices, les sourires forcés. Ce jour où elle avait dit, en pensant que je n'écoutais pas, « Les vieilles, elles s'accrochent, c'est pathétique. » J'ai revu mes mains ridées comptant les billets. J'ai revu Mathieu détournant le regard. J'ai revu ma vie se réduire à un rôle de figurante dans l'existence de mon propre fils. J'ai raccroché, sans un mot. Puis j'ai ouvert mon ordinateur. J'ai écrit un email à Monsieur Lebrun, le gérant de ma banque. Fermez tous ses comptes, immédiatement. Mon doigt est resté suspendu au-dessus de la touche « Envoyer ». 1 seconde, 2 secondes. Toute une vie de conditionnement me criait de ne pas le faire. Que j'allais perdre Mathieu, que j'allais me retrouver seule, que les mères ne font pas ça. J'ai appuyé. Le message est parti. Et ce jour-là, le luxe de Valérie a pris fin. Mais ce qui a suivi, je ne l'avais pas prévu. Les appels hystériques. Mathieu qui débarque chez moi, trempé, désespéré. Les menaces de Valérie, les larmes de mon fils, les révélations qui allaient tout changer, les dettes cachées, les mensonges, les trahisons. Et surtout, cette phrase que Mathieu a entendue de la bouche de sa propre femme. De toute façon, elle va crever bientôt et on héritera de son appartement. Ce que j'ai fait ce jour-là, était-il juste? Était-ce cruel? Était-ce de la vengeance ou de la dignité? Je ne le savais pas encore. Tout ce que je savais, c'est que j'avais passé 6 ans à m'effacer et que ce jour-là, pour la première fois, j'avais choisi de me respecter. Les conséquences allaient à me briser, me reconstruire, me transformer et transformer Mathieu aussi. Parce qu'il y a des moments dans une vie où dire non est le plus grand acte d'amour qu'on puisse offrir, à soi-même et à ceux qu'on aime vraiment. Ce jour-là, à 68 ans, j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre sa vie en main. Mais le prix à payer serait plus élevé que je ne l'imaginais. Chapitre 1. L'ouverture, plus développement initial. Je m'appelle Paulette Garnier et ce matin-là,
Comme tous les matins depuis 12 ans, je me suis réveillée seule. L'appartement était silencieux, ce silence particulier des logements anciens du quartier Sainte-Croix, où les murs épais retiennent les bruits du monde extérieur, comme s'ils voulaient à vous protéger d'une réalité trop dure. Par la fenêtre de ma chambre, j'apercevais les toits d'ardoise grise qui brillaient sous la pluie fine de novembre. Nantes se réveillait lentement, enveloppée dans cette brume humide qui monte de la Loire et s'accroche aux façades comme un châle mouillé. J'ai écarté les draps, du coton blanc un peu usé, mais propre, toujours propre, et j'ai posé mes pieds sur le parquet froid. 68 ans. Mon corps me le rappelle chaque matin. Les genoux qui craquent, le dos un peu raide, cette fatigue sourde qui ne part jamais tout à fait. Mais je me lève quand même, toujours, parce que c'est ce qu'on fait, parce que la vie continue, même quand elle a perdu ses couleurs. Dans la cuisine, j'ai préparé mon thé à la bergamote. La bouilloire a sifflé doucement. J'ai sorti ma tasse préférée, celle avec les petites fleurs bleues qu'Henri m'avait offertes pour notre 30e anniversaire de mariage. Je l'utilise encore tous les jours. Certains diraient que c'est morbide de s'accrocher aux objets des morts. Moi, je dis que c'est de la fidélité. Henri est parti d'un coup, sans prévenir, un mardi matin, en sortant acheter le pain. Infarctus massif. Il n'a même pas eu le temps de souffrir, m'ont dit les médecins. Comme si ça changeait quelque chose. J'ai bu mon thé debout près de la fenêtre, regardant les passants se presser sous leur parapluie. Des jeunes surtout, des étudiants qui se rendaient à la fac, des mères avec des poussettes, des hommes en costume qui marchaient non vite, le portable collé à l'oreille. Toute cette agitation, toute cette urgence, pour aller où? Pour faire quoi? Parfois, je me demande si les gens savent encore s'arrêter. Respirer, juste être. Mon téléphone a vibré sur le comptoir. Un message de Mathieu, mon fils unique. « Maman, on passe dimanche ?» Valérie veut essayer ce nouveau restaurant près de la cathédrale. Pas de « bonjour », pas de « comment vas-tu ?» Juste une information, une demande déguisée en invitation. J'ai tapé « Bien sûr, mon chéri. À quelle heure ?» Et puis j'ai effacé. J'ai écrit à la place. « Avec plaisir. Dites-moi l'heure. » Plus neutre, moins, désespéré. Valérie, ma belle-fille depuis 7 ans. 7 années qui ont eu le goût d'une pénitence dont je ne comprenais pas la raison. Au début, j'avais voulu croire que c'était de ma faute, que j'étais trop envahissante, trop vieux jeu, trop provinciale pour cette Parisienne élégante qui avait choisi mon fils. J'avais multiplié les efforts, les plats mijotés apportés dans des Tupperware, les cadeaux pour leur appartement du centre-ville, les compliments sincères sur ses tenues, ses coiffures, ses choix. Rien n'y faisait. Elle me regardait avec cette politesse glacée qu'on réserve aux inconnus dans un ascenseur. Et Mathieu, mon Mathieu qui avait été un petit garçon si doux, si attentif. Je me souviens de lui à 8 ans, quand Henri était hospitalisé pour son opération du dos. Mathieu m'apportait des dessins, des fleurs ramassées dans le jardin. Il me serrait dans ses bras en disant « T'inquiète pas, maman, papa va guérir. » Où était passé cet enfant-là? Quand s'était-il transformé en cet homme qui baissait les yeux quand sa femme me parlait, comme à une domestique? J'ai terminé mon thé, reposé la tasse dans l'évier. J'avais des courses à faire. Le marché Talensac, où j'allais tous les jeudis depuis 40 ans. Les mêmes étals, les mêmes commerçants, vieillis avec moi. Les mêmes odeurs de fromage, de pain frais, de légumes de saison. Une routine. Certains diraient une ornière. Moi, j'appelle ça un repère. Le marché grouillait de monde, malgré la pluie fine qui persistait. J'ai sorti mon cabas en tissu. Pas de plastique, jamais. Henri détestait ça. Et j'ai commencé ma ronde habituelle. D'abord le poissonnier, Monsieur Hervé. Un homme trapu, avec des mains comme des battoirs, et un accent breton à couper au couteau. « Alors, Madame Garnier, aujourd'hui j'ai de la dorade magnifique, arrivée ce matin de Saint-Nazaire. Je vais prendre 2 filets, s'il vous plaît. » Il m'a servi en bavardant. Sa fille qui attendait un bébé, sa femme qui avait des douleurs aux genoux, le temps pourri de cet automne. Je hochais la tête, je souriais. C'est ce qu'on fait. On écoute, on participe à cette comédie sociale qui fait tenir le monde ensemble.
Mais une part de moi était ailleurs, toujours ailleurs, perdue dans des pensées que je n'osais pas formuler complètement. Ensuite, le fromager. Puis, la maraîchère qui me gardait toujours les plus belles tomates. J'ai acheté des carottes, des poireaux, des pommes de terre, de quoi faire une soupe, de quoi remplir le frigo vide pour la semaine. Quand on vit seul, on n'a pas besoin de grand-chose. On finit même par oublier le plaisir de cuisiner pour quelqu'un. En rentrant chez moi, trempée malgré mon parapluie, j'ai croisé Madame Leclerc, ma voisine du 3e étage. Une femme sèche, toujours vêtue de noir, qui surveillait les allées et venues de l'immeuble comme une gardienne non officielle. « Alors, Madame Garnier, votre fils vient dimanche ?» Comment savait-elle ? Ah oui, j'avais dû en parler la semaine dernière dans l'escalier. Oui, nous allons déjeuner ensemble. Avec sa femme ? Il y avait quelque chose dans sa voix. Une curiosité malsaine. Ou peut-être de la compassion. Difficile à dire. Bien sûr. Elle a hoché la tête, l'air entendu, avant de poursuivre son chemin vers les boîtes aux lettres. Les gens savent, ils voient. Dans un immeuble, les murs parlent moins fort que les silences. L'après-midi, je l'ai passé à ranger, à repasser du linge, à écouter France Musique en fond sonore. Du Chopin, du Schubert, des mélodies qui vous prennent par la main et vous emmènent loin, très loin, vers des époques où tout semblait plus simple, même si c'est probablement faux, cette nostalgie-là. Les humains ont toujours souffert, juste différemment. Vers 17h, mon téléphone a sonné. Le nom de Valérie s'est affiché sur l'écran. Mon cœur s'est serré, ce réflexe pavlovien que j'avais développé à force d'être déçu, humilié, ignoré. J'ai décroché. Allô ? Paulette ? Pas belle maman, pas bonjour, juste mon prénom, sec comme un coup de fouet. Oui, Valérie ? Il faut que vous viriez de l'argent sur mon compte. J'ai un dîner important demain soir avec des clientes et je dois acheter une nouvelle robe. Vous savez comment c'est, l'image professionnelle, tout ça. J'ai serré le téléphone plus fort. Valérie, j'ai déjà beaucoup aidé ce mois-ci. Les réparations de votre voiture, le loyer en retard. C'est temporaire, vous le savez bien. Mathieu va retrouver un poste bientôt. En attendant, c'est normal que vous nous souteniez. C'est votre fils, non ? Votre fils, comme une arme, comme un chantage permanent. Je vais voir ce que je peux faire. Ce n'est pas voir, Paulette, c'est maintenant. Je ne peux pas arriver à ce dîner habillée comme une pauvre. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Comme toujours, comme si mes mots n'avaient aucune importance. Comme si je n'étais qu'un portefeuille ambulant avec un cœur de mère qu'on pouvait presser à volonté. Je suis restée assise sur mon canapé, le téléphone encore dans la main. Par la fenêtre, la nuit tombait sur Nantes. Les réverbères s'allumaient un par un, jetant des halos jaunes sur les pavés mouillés. J'ai pensé à Henri. S'il avait été là, qu'aurait-il dit ? Qu'aurait-il fait ? Henri était un homme doux, mais ferme. Il savait dire non. Moi, j'avais toujours eu du mal. Trop peur de décevoir, trop peur de perdre, trop peur d'être seule, même si, au fond, je l'étais déjà. J'ai ouvert mon application bancaire, consulté mon solde, fait le calcul. Si je virais encore 500 €, il me resterait à peine de quoi vivre jusqu'à la fin du mois. Mais Mathieu, mon petit garçon, s'il avait vraiment besoin. J'ai effectué le virement, comme d'habitude, comme une automate. Puis j'ai posé le téléphone et je suis allée me préparer un bol de soupe, seule, dans ma cuisine trop grande, en écoutant le bruit de la pluie contre les vitres. Le dimanche est arrivé, un dimanche gris et froid, typique de novembre. J'ai mis ma plus belle robe, celle en laine bleu marine que je portais pour les grandes occasions. J'ai noué un foulard autour de mon cou, passé un peu de rouge à lèvres. Devant le miroir de l'entrée, j'ai vu une femme vieillissante, fatiguée, qui essayait encore de faire bonne figure. Mais pour qui ? Pourquoi ? Mathieu est passé me chercher à midi. Il conduisait la Mercedes d'occasion qu'ils avaient achetée l'année dernière. Avec mon aide, bien sûr. Valérie était à l'avant, vêtue d'un tailleur crème impeccable, les cheveux tirés en un chignon strict. Elle ne s'est pas retournée quand je suis montée à l'arrière. « Bonjour », ai-je dit doucement. « Salut, maman », a répondu Mathieu en démarrant.
Valérie a marmonné quelque chose d'inaudible. Le trajet jusqu'au restaurant s'est déroulé dans un silence tendu. Mathieu essayait de combler les vides par des remarques sur la circulation, la météo, les travaux dans le centre-ville. Moi, je regardais défiler les façades de Nantes, cette ville que j'aimais, où j'avais passé toute ma vie, mais qui me semblait soudain étrangère vue depuis cette voiture, coincée entre deux personnes qui m'étaient devenues si lointaines. Le restaurant était chic, trop chic pour moi. Nappes blanches, verres en cristal, serveur en costume noir qui vous regardait comme si votre présence était un privilège accordé. Valérie a commandé sans consulter les prix. Du homard, du champagne, une entrée sophistiquée dont je n'ai même pas retenu le nom. Mathieu a suivi son exemple. Moi, j'ai pris le plat du jour, le moins cher de la carte. « Maman, prends ce que tu veux », a dit Mathieu avec un sourire gêné. « Ça me convient très bien, mon chéri. » Valérie a levé les yeux au ciel. Ce mouvement si rapide, si discret, mais que j'ai capté. Que je capte toujours. Le repas a été un exercice de torture polie. Valérie parlait de ses projets. Elle travaillait dans le marketing, ou quelque chose de ce genre. Je n'ai jamais vraiment compris. Elle mentionnait des marques de luxe, des campagnes publicitaires, des voyages professionnels. Mathieu l'écoutait avec admiration. Moi, j'étais transparente. Quand j'essayais de participer à la conversation, Valérie coupait court avec un sourire condescendant ou changeait de sujet. À un moment, j'ai évoqué une exposition de peinture que j'avais vue au musée des Beaux-Arts. Valérie a soupiré. « Paulette, franchement, qui va encore voir des peintures du 19e siècle de nos jours? C'est tellement dépassé. » Mathieu n'a rien dit. Il a juste baissé les yeux sur son assiette. J'ai souri. Encore. Toujours. Ce sourire de façade qui me faisait mal aux joues. Quand l'addition est arrivée, Valérie a dit d'un ton léger « Mathieu, tu règles ?»« Ah non, attends. Ta carte est bloquée. Paulette, vous pouvez vous en charger ?» Ce n'était pas une question. C'était une évidence. Une habitude. J'ai sorti ma carte bancaire. J'ai payé 140 €. Le serveur m'a remercié avec un sourire professionnel. Personne d'autre n'a dit merci. Sur le chemin du retour, Valérie s'est plainte du service, de la cuisson de son homard, de la table trop près des cuisines. Mathieu acquiesçait. Moi, j'étais de nouveau à l'arrière, silencieuse, regardant Nantes défiler sous la pluie recommencée. Quand ils m'ont déposée devant mon immeuble, Mathieu a dit « À bientôt, maman. »« À bientôt, mon chéri ?» Valérie n'a rien dit. Elle regardait son téléphone. Les jours suivants se sont écoulés dans une sorte de brouillard. Je faisais mes tâches habituelles. Le ménage, les courses, les promenades le long de l'Erdre quand il ne pleuvait pas trop. Mais quelque chose avait changé en moi. Une fissure imperceptible, comme une lézarde dans un mur qu'on ne remarque pas tout de suite, mais qui grandit, qui s'élargit, qui finit par menacer tout l'édifice. Je me suis mise à me poser des questions. Des questions dangereuses. Depuis combien de temps est-ce que je vivais comme ça? Depuis combien de temps est-ce que j'acceptais l'inacceptable? 7 ans? Peut-être plus? Peut-être depuis la mort d'Henri, quand j'avais eu si peur de perdre Mathieu, que j'étais devenue cette femme molle, conciliante, qui disait oui à tout pour ne pas être abandonnée. Un soir, j'ai ouvert le tiroir de mon bureau. Ce vieux secrétaire en bois massif qu'Henri avait hérité de sa mère. J'ai sorti mes relevés bancaires. Je les ai étalés sur la table de la cuisine et j'ai fait les comptes. Vraiment fait les comptes. En 6 ans, j'avais versé à Mathieu et Valérie près de 90 000 €. 90 000 €. L'argent de ma pension. Une partie de l'héritage d'Henri. Les économies que nous avions mises de côté pendant 40 ans de travail acharné. Tout ça envolé. Pour des restaurants, des vacances, des vêtements, des caprices. Et pas un seul merci sincère. Pas une seule attention en retour. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas de la colère. Pas encore. Juste une prise de conscience vertigineuse. J'avais été utilisée. J'étais en train d'être vidée, lentement, méthodiquement, par ma propre chair et sang. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans mon lit, écoutant les bruits de l'immeuble, les tuyauteries qui grinçaient,
les pas du voisin du dessus qui rentrait tard, le vent qui soufflait contre les volets. Et j'ai pensé à ma vie, à ce qu'il en restait, à ce que je voulais qu'il en reste. Le lendemain matin, j'ai appelé Madame Arnaud, une amie d'enfance que je voyais peu depuis le mariage de Mathieu. Nous avons pris un café à la boulangerie du coin. Je lui ai raconté, pas tout, juste assez. Elle m'a écouté sans m'interrompre, ses yeux bienveillants posés sur moi. « Paulette », a-t-elle dit enfin, « tu sais ce que je vais te dire, n'est-ce pas ? Dis-le quand même. Tu n'es pas obligée. Tu n'as jamais été obligée. L'amour d'une mère a des limites. Ça devrait en avoir. Sinon, ce n'est plus de l'amour. C'est de l'autodestruction. » Ces mots sont restés avec moi toute la journée, toute la semaine, comme une graine plantée qui commençait lentement, douloureusement, à germer. Le jeudi suivant, j'étais de nouveau chez moi. Il pleuvait. Encore. Toujours. Nandre sous la pluie, c'était presque banal. J'écoutais la radio, une émission sur la littérature classique. Mon téléphone était posé sur la table basse. Je ne m'attendais à rien. Je n'attendais plus rien. Et puis, il a sonné. Le nom de Valérie s'est affiché. J'ai décroché par réflexe, par habitude. Et alors, j'ai entendu sa voix. Cette voix que je connaissais si bien. Cette voix qui, en quelques secondes, allait tout changer. « Arrange ça maintenant, la carte ne marche pas. Et je dois acheter un parfum importé pour mon ami. Pas de bonjour, pas de Paulette. Juste cet ordre, cette exigence. Cette certitude absolue que j'allais obéir, comme toujours, comme une bonne petite vieille, bien dressée. Je suis restée silencieuse. « Paulette, vous m'entendez ? Je suis chez Sephora, boulevard Haussmann, et votre carte est refusée. C'est humiliant, réglez ça immédiatement. » Dans ce silence, quelque chose a remonté en moi, comme une vague, lente d'abord, puis de plus en plus puissante. J'ai revu tout. Absolument tout. Les dimanches où elle oubliait de m'appeler. Les Noëls où je n'étais pas invitée. Les anniversaires ignorés. Les remarques acerbes sur ma cuisine, mes vêtements, ma façon de parler. Le jour où, lors d'un repas de famille, elle avait dit à une de ses amies, en pensant que je n'écoutais pas, « Les vieilles, elles s'accrochent. C'est pathétique. » J'ai revu Mathieu, mon petit garçon. Devenu cet homme qui ne me regardait plus vraiment. J'ai revu mes mains ridées comptant les billets pour leur donner encore, et encore, et encore. Et j'ai compris. J'ai compris que je ne méritais pas ça. Que personne ne mérite ça. Qu'il existe un moment dans une vie où il faut choisir entre continuer à s'effacer ou enfin se respecter. J'ai raccroché, sans un mot, calmement, juste appuyé sur le bouton rouge. Mon cœur battait fort, mes mains tremblaient et légèrement. Mais pas de peur, de quelque chose d'autre, de plus fort, de plus juste. Je me suis levée, j'ai marché jusqu'à mon bureau. J'ai ouvert mon ordinateur portable, cette machine que Mathieu m'avait appris à utiliser il y a des années, quand il était encore mon fils, quand il m'aimait encore vraiment. J'ai ouvert ma messagerie et j'ai écrit à Monsieur Lebrun, le gérant de ma banque. Un homme courtois, respectueux, que je connaissais depuis 20 ans. Monsieur Lebrun, je vous prie de bien vouloir fermer immédiatement tous les comptes et toutes les cartes bancaires au nom de Valérie Garnier, ainsi que tous les virements automatiques liés à son nom, avec effet immédiat. Je vous remercie de votre compréhension. Cordialement, Paulette Garnier. J'ai relu le message, une fois, 2 fois. Mon doigt est resté suspendu au-dessus de la touche « Envoyer ». Puis, je l'ai appuyé. Le message est parti, irréversible, libérateur. Je me suis levée. Je suis allée dans la cuisine. J'ai préparé mon thé à la bergamote dans ma tasse aux fleurs bleues. Puis, je me suis installée près de la fenêtre, celle qui donne sur les toits d'ardoise, sur cette ville qui m'avait vue naître, grandir, aimer, souffrir. Il pleuvait toujours. Les gouttes glissaient sur les vitres, formant des rivières minuscules qui se rejoignaient et se séparaient, encore et encore. Et pour la première fois depuis des années, depuis si longtemps que je ne m'en souvenais même plus, j'ai senti quelque chose se détendre en moi. Ce n'était pas de la joie,
Pas encore. C'était juste. Du calme, de la dignité. Le sentiment d'avoir, enfin, fait le bon choix. Le téléphone a vibré. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Je ne l'ai pas regardé. J'ai bu mon thé, lentement, en regardant la ville respirer sous la pluie. Et j'ai attendu. Les appels ont commencé 20 minutes après l'envoi de mon email. D'abord, Valérie, 3 fois de suite. Je n'ai pas décroché. J'ai juste regardé l'écran s'illuminer, vibrer, puis s'éteindre, puis recommencer. Encore et encore. Chaque sonnerie était comme une petite victoire. Chaque silence que je choisissais était une reprise de pouvoir. Ensuite, Mathieu. Son nom s'est affiché. Mon cœur s'est serré. Ce réflexe maternel qu'on ne peut jamais tout à fait étouffer, même quand on sait qu'on devrait. J'ai hésité. Ma main a tremblé au-dessus du téléphone. Puis, je me suis souvenue de tout. Et j'ai laissé sonner. J'ai terminé mon thé, rincé ma tasse, rangé la cuisine avec des gestes lents, méthodiques. Comme si le simple fait d'accomplir ces tâches ordinaires pouvait me prouver que je n'avais pas perdu la tête, que je n'étais pas cette vieille folle que Valérie allait certainement dépeindre. Mon téléphone a vibré de nouveau. Un message de Mathieu cette fois. « Maman, qu'est-ce que tu as fait? Valérie est hystérique. Rappelle-moi tout de suite. Tout de suite. En majuscule. Comme un ordre. Comme si j'étais une enfant désobéissante qu'il fallait remettre au pas. » J'ai posé le téléphone face contre la table. Je suis allée dans le salon. Je me suis assise dans mon fauteuil, celui près de la fenêtre, et j'ai regardé la pluie tomber sur Nantes. Les passants couraient sous leur parapluie. La vie continuait, indifférente à ce petit tremblement de terre personnel que je venais de provoquer. À 18h30, on a sonné à ma porte, fort, avec insistance. 3 coups secs qui ont résonné dans tout l'appartement. Je me suis levée lentement. Mon cœur battait, oui, mais bizarrement, je n'avais pas peur. Juste cette détermination froide qui m'avait habitée depuis que j'avais raccroché au nez de Valérie. J'ai ouvert. Mathieu était là, les cheveux trempés, le visage rouge, l'air hagard. Derrière lui, dans l'escalier, j'apercevais Valérie, les bras croisés, le regard furieux. « Maman, qu'est-ce que tu as fait ?» a répété Mathieu, la voix tremblante. « Entre !» ai-je dit calmement. « Mais elle ?» j'ai pointé Valérie du menton. « Elle reste dehors. »« Pardon ?» Valérie a monté quelques marches, incrédule. « Tu as très bien entendu, Valérie. C'est chez moi. Tu n'entres pas. » Mathieu me regardait comme si je venais de parler chinois. Valérie a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a éclaté. « Vous êtes complètement folle. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait ? Vous m'avez humiliée devant toute la boutique. La vendeuse a cru que j'étais fauchée, que je volais. Tu n'as qu'à payer avec ton propre argent, Valérie. Mon propre. » Elle a ri, un rire aigu, presque hystérique. « Vous savez très bien que je suis entre 2 contrats, que Mathieu cherche du travail. Vous nous laissez tomber comme ça, après tout ce qu'on a fait pour vous, tout ce qu'ils avaient fait pour moi. » J'ai failli rire ou pleurer, je ne savais plus. « Qu'est-ce que vous avez fait pour moi, exactement, Valérie? Dis-moi, je suis curieuse. » Elle a ouvert la bouche. Aucun son n'est sorti. Mathieu s'est interposé. « Maman, s'il te plaît, on peut discuter calmement ? Laisse-nous entrer. » J'ai regardé mon fils, cet homme de 35 ans qui était encore mon bébé, quelque part, dans un recoin de mon cœur. Ses yeux bleus, les yeux d'Henri, me suppliaient. Mais il y avait autre chose. Une lassitude, une gêne, comme s'il savait, au fond, que ce moment devait arriver. « D'accord, toi tu peux entrer. »« Elle non !» Valérie a explosé. « C'est grotesque !»« Mathieu, tu vas la laisser nous traiter comme ça ?» Mathieu a hésité. Un instant seulement. Mais je l'ai vu. Ce moment où il devait choisir. Et il a choisi. Moi. Pour la première fois depuis 7 ans. « Valérie, attends dans la voiture. S'il te plaît. »« Quoi ? S'il te plaît. Je vais lui parler. Ça va s'arranger. » Elle l'a fixé, incrédule. Puis, elle a regardé vers moi, avec une haine si pure, si concentrée, que j'en ai eu froid dans le dos. « Tu vas le regretter, Paulette. »
Je te le promets. » Et elle est partie. Ses talons ont claqué dans l'escalier comme des coups de feu. Mathieu est entré. Il s'est arrêté dans le couloir, dégoulinant sur mon parquet. Je lui ai tendu une serviette. « Va te sécher un peu. » Il a obéi, comme un enfant. Puis il s'est assis sur le canapé du salon, les épaules voûtées, les mains entre les genoux. Je me suis assise en face de lui, dans mon fauteuil. Nous nous sommes regardés, en silence. Ce silence pesant, chargé de 7 années de non-dits. Finalement, c'est lui qui a parlé. « Pourquoi, maman ? Pourquoi quoi, Mathieu ? Pourquoi maintenant ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» J'ai pris une longue inspiration. Elle m'a appelée aujourd'hui, en criant, pour que je règle un problème de carte bancaire. Pas un bonjour, pas un « s'il te plaît », juste un ordre, comme si j'étais. Rien. Une machine, un distributeur. Mathieu a baissé les yeux. Elle était stressée, maman. Elle avait ce dîner professionnel important et... Non. Ma voix était sortie plus forte que prévu. Non, Mathieu, ne fais pas ça. Ne justifie pas l'injustifiable. Pas cette fois. Il a relevé la tête, surpris. Je t'ai donné 90 000 € en 6 ans. Mathieu, 90 000. Le chiffre a flotté entre nous comme une accusation. 90 000 € de ma pension, de l'héritage de ton père, de nos économies, pour vos restaurants, vos vacances, vos vêtements. Et pas une seule fois, pas une seule, elle ne m'a remercié. Pas une seule fois, elle ne m'a regardé comme un être humain. Maman, laisse-moi finir. J'ai senti ma voix trembler, mais je me suis forcée à continuer. Les Noëls où vous m'oubliez, les anniversaires où je n'existe pas, les dimanches où je dois supplier pour vous voir, les remarques sur ma cuisine, mes vêtements, ma façon de parler. Le jour où elle a dit devant moi que « les vieilles s'accrochent, c'est pathétique », Mathieu a fermé les yeux. « Je suis désolée, je ne savais pas que tu avais entendu ça. » « Tu ne savais pas ? Ou tu ne voulais pas savoir ?» Le silence est retombé, lourd, écrasant. « Réponds-moi, Mathieu. Combien de fois tu as détourné le regard quand elle me parlait mal ? Combien de fois tu as laissé passer ? Combien de fois tu m'as sacrifié pour avoir la paix dans ton couple ?» Il s'est mis à pleurer. Mon fils, mon grand garçon, s'est mis à pleurer comme il ne l'avait plus fait depuis l'enterrement de son père. « Je suis désolée, maman. Je suis tellement désolée. » J'ai senti mes propres larmes monter, mais je les ai retenues. Pas encore, pas maintenant. Être désolée ne suffit pas, Mathieu. Tu comprends ça ? Pendant des années, je me suis dit que c'était moi le problème, que j'étais trop vieille, trop envahissante, trop. Pas assez. J'ai rogné sur tout pour vous aider. J'ai renoncé à des sorties, à des voyages, à une vie normale. Et pourquoi ? Pour qu'elle me traite comme une domestique et que toi, tu regardes ailleurs ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, maman ? Sa voix était brisée. Qu'est-ce que tu veux ? Que tu grandisses ? Les mots sont sortis tout seuls, tranchants, définitifs. Que tu arrêtes de te cacher derrière elle, que tu assumes tes choix, que tu reconnaisses ce qui s'est passé. Et surtout, j'ai marqué une pause. Surtout que tu me respectes. Que tu exiges qu'elle me respecte. Sinon, je ne veux plus vous voir. Mathieu a relevé la tête brusquement. Tu ne penses pas ce que tu dis ? Si, Mathieu, je le pense. Pour la première fois depuis des années, je pense exactement ce que je dis. Il s'est levé, a fait quelques pas vers la fenêtre, puis est revenu vers moi. Elle va me quitter si je prends ton parti. Peut-être. Tu t'en fiches ? Non, ça me brise le cœur. Mais je refuse de continuer à me détruire pour maintenir une illusion. Si ton couple ne tient que parce que je sers de bouc émissaire et de banque, alors il ne vaut rien, Mathieu. Et au fond de toi, tu le sais. Il s'est effondré de nouveau sur le canapé, la tête entre les mains. Je ne sais plus quoi faire. Commence par être honnête. Avec elle, avec toi, avec moi. Nous sommes restés comme ça un long moment. Lui, effondré. Moi, droite dans mon fauteuil, les mains croisées sur mes genoux. La pluie continuait de tomber dehors. Les lumières de Nantes s'allumaient une à une. Finalement, Mathieu s'est levé. « Je vais y aller. Elle m'attend. Je sais. »
Il a marché vers la porte, s'est arrêté sur le seuil. « Tu ne reviendras pas en arrière, n'est-ce pas ?»« Non. » Il a hoché la tête, lentement, comme s'il intégrait enfin la réalité de la situation. « Je t'aime, maman. Je sais, mon chéri. Moi aussi, je t'aime. C'est pour ça que je fais ça. » Il est parti. J'ai refermé la porte et je me suis adossée contre elle, les jambes tremblantes. Seulement alors, j'ai laissé les larmes couler. Longtemps, en silence. Parce que même quand on fait la bonne chose, ça fait mal. Ça fait toujours mal. Les jours suivants ont été étranges. Un mélange de soulagement et d'angoisse. Je ne recevais plus d'appels, plus de messages. C'était comme si un lien s'était brusquement rompu et que je me retrouvais dans un vide immense, vertigineux. J'ai repris mes habitudes. Le marché le jeudi, les promenades le long de l'Erdre, les après-midi chez Madame Arnaud, à boire du thé et à parler de tout et de rien. Mais quelque chose en moi avait changé. Je me tenais différemment, plus droite. Je regardais les gens dans les yeux. Je disais « non » quand je n'avais pas envie. « Non » à la voisine qui voulait que je garde son chat. « Non » aux commerçants qui essayaient de me vendre des produits dont je n'avais pas besoin. C'était grisant et terrifiant. Une semaine après notre confrontation, j'ai reçu un appel de Monsieur Lebrun, mon conseiller bancaire. « Madame Garnier, je voulais vous informer que Madame Valérie Garnier a tenté de contacter la banque pour contester votre décision. Je lui ai expliqué que seul vous, titulaire des comptes, aviez l'autorité de les fermer. Elle a dit quoi? Des choses désobligeantes sur votre état mental. Elle a menacé d'intenter une action en justice. Mon cœur s'est serré. Elle peut faire ça? Non, madame. Vous êtes parfaitement saine d'esprit, vos comptes sont les vôtres, et vous aviez tout à fait le droit de couper les accès. Ne vous inquiétez pas. Si elle persiste, nous avons des avocats. » J'ai remercié Monsieur Lebrun et j'ai raccroché. Puis je me suis assise, tremblante. Valérie n'allait pas lâcher prise. Elle allait se battre. Et Mathieu? Où était-il dans tout ça? La réponse est venue 2 jours plus tard. Un samedi matin, on a sonné à ma porte. Quand j'ai ouvert, Mathieu était là, seul. Il avait les traits tirés, des cernes sous les yeux, une barbe de plusieurs jours. Il portait un sac de voyage. « Maman, je peux entrer ?» J'ai hésité une seconde, puis je me suis écartée. Il est entré, a posé son sac dans le couloir et s'est effondré sur le canapé. Je suis partie. Les mots ont mis du temps à s'inscrire dans mon esprit. « Tu... quoi ?» Je suis partie de chez nous, enfin, de chez elle. Je ne pouvais plus, maman. Je ne pouvais plus. Je me suis assise à côté de lui, le cœur battant. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il a pris une longue inspiration. Après notre discussion, je suis rentrée. Valérie était folle de rage. Elle a passé des heures à m'engueuler, à me dire que tu étais une vieille égoïste, que tu nous punissais, que tu ne m'avais jamais vraiment aimée. Et moi, j'ai écouté, comme d'habitude, sans rien dire. Puis elle a dit, il s'est arrêté, la voix brisée. Quoi? Elle a dit, de toute façon, elle va crever bientôt, et on héritera de son appartement. En attendant, il faut juste la flatter un peu pour qu'elle rouvre les robinets. J'ai senti un froid glacial m'envahir. Et là, a continué Mathieu, j'ai compris, vraiment compris. Ce n'était pas de l'amour, ce n'était même pas du respect minimum. C'était juste de l'opportunisme. Et moi, j'étais complice, depuis le début. Il a levé les yeux vers moi. « Pardonne-moi, maman, s'il te plaît. Pardonne-moi. » Je l'ai pris dans mes bras, mon fils, mon bébé, et nous avons pleuré ensemble. Les semaines suivantes ont été difficiles. Mathieu a emménagé temporairement chez moi, dormant dans son ancienne chambre que j'avais transformée en bureau. Il cherchait un travail, un appartement. Nous avons appris à nous reparler, vraiment parler, sans filtre, sans mensonge. Il m'a raconté des choses que j'ignorais, les dettes que Valérie avait accumulées, les mensonges sur ses contrats professionnels qui n'existaient pas, les achats compulsifs, les infidélités aussi. Il l'avait découvert par hasard, des messages sur son téléphone. « Pourquoi tu es resté ?» lui ai-je demandé un soir, alors que nous dînions ensemble. Il a farouché les épaules.
J'avais honte d'avoir fait le mauvais choix, honte de t'avoir déçu. Plus je restais, plus il devenait impossible de partir. C'était comme si j'avais investi tellement de temps, d'énergie, d'argent dans ce mariage, que le quitter revenait à admettre que tout ça n'avait servi à rien. On appelle ça le sophisme des coups irrécupérables, mon chéri. Ton père m'en parlait parfois. Il a souri tristement. Papa ne l'aurait jamais toléré, n'est-ce pas? Non, il l'aurait remise à sa place dès le premier irrespect. Nous avons ri, un rire doux amer, mais un rire quand même. 1 mois après son départ, Valérie a envoyé les papiers du divorce. Mathieu les a signés sans hésiter. Elle réclamait une partie de ses revenus futurs, une pension, des compensations. L'avocat de Mathieu a ri. Elle n'a aucune base légale. Vous étiez mariés sous le régime de la séparation de biens, vous n'avez pas d'enfants, et elle a des revenus propres. Enfin, officiellement. Elle bluffe. Valérie a fini par accepter un divorce amiable, sans rien demander. Elle voulait juste en finir, retourner à Paris, recommencer ailleurs, avec quelqu'un d'autre à manipuler. Le jour où le divorce a été prononcé, Mathieu et moi avons marché le long de l'Erdre. C'était une belle journée de printemps. Le genre de jour où Nantes ressemble à une carte postale, avec les arbres en fleurs, les péniches qui glissent sur l'eau calme, les terrasses de café qui se remplissent. « Tu te sens libre ?» ai-je demandé. « Je me sens vide et léger en même temps. C'est bizarre, c'est normal. Le deuil d'une illusion, c'est aussi un deuil. » Nous avons continué à marcher. Au bout d'un moment, il a dit « J'ai trouvé un appartement, rue de Gigant. Un 2 pièces, petit, mais lumineux. Je déménage le mois prochain. C'est bien, mon chéri. Tu vas me manquer, maman. Tu n'habites qu'à 10 minutes. Et puis, maintenant, on se voit vraiment, pas comme avant. » Il a souri. Un vrai sourire. Le premier depuis longtemps. Ce soir-là, de retour chez moi, je me suis assise près de ma fenêtre avec une tasse de thé. La ville s'éteignait doucement. Les lumières scintillaient sur les toits mouillés. Il avait plu dans l'après-midi, comme toujours à Nantes. J'ai repensé à cet appel de Valérie, à ce moment précis où j'avais raccroché, à ce mail que j'avais envoyé. Toute ma vie, j'avais cru que l'amour s'était donné sans compter, que le sacrifice était noble, que s'effacer, c'était aimer. Mais j'avais compris quelque chose de fondamental. On ne peut pas construire quelque chose de sain sur sa propre destruction. Qu'aimer, ce n'est pas se taire face à l'injustice. Que dire non, parfois, c'est le plus grand acte d'amour qu'on puisse offrir. À soi-même et à ceux qu'on aime vraiment. Mathieu avait dû affronter la réalité, assumer, grandir. Et moi, j'avais dû réapprendre que ma vie avait de la valeur, que je n'étais pas juste une mère, un portefeuille, une ombre. J'étais Paulette, une femme avec une histoire, des rêves, une dignité. Ce jour-là, le luxe de Valérie avait pris fin. Mais en vérité, c'était ma propre libération qui avait commencé. 6 mois ont passé depuis le jour où j'ai raccroché au nez de Valérie. 6 mois qui ont eu le goût de la renaissance. Douce, lente, parfois douloureuse, mais réelle. Je ne vais pas prétendre que tout a été facile. Ce serait mentir. Il y a eu des nuits blanches, des moments de doute, des instants où je me demandais si j'avais bien fait, si j'aurais dû être plus patiente, plus compréhensive, plus mère. Mais chaque fois que ces pensées surgissaient, je me rappelais cette voix au téléphone. « Arrange ça maintenant !» Ces 3 mots qui résumaient 7 années d'humiliation, de mépris à peine voilé, d'effacement progressif. Et je savais que j'avais fait le bon choix. Le printemps était arrivé sur Nantes. Les magnolias fleurissaient dans les jardins publics. Les terrasses des cafés se remplissaient de rires et de conversations animées. La Loire brillait sous un soleil timide, mais obstiné. Après des mois de grisaille, la ville semblait elle aussi renaître. Mathieu avait emménagé dans son petit appartement rue de Gigant, comme prévu. Un 2 pièces au 3e étage, avec une vue sur les toits et un balcon minuscule où il avait installé 2 chaises en plastique et un plant de tomates cerises. C'était modeste, très loin du standing auquel Valérie l'avait habitué. Mais c'était à lui, vraiment à lui. Il avait trouvé un emploi aussi. Pas dans la finance comme avant,
mais dans une petite entreprise de logistique à la périphérie de la ville. Le salaire était correct, les horaires raisonnables. Il rentrait chez lui le soir sans cette tension dans les épaules, ce regard fuyant que je lui avais connu pendant des années. Il redevenait lui-même. Ou plutôt, il découvrait qu'il était vraiment loin de l'ombre de Valérie. Nous nous voyions régulièrement. Pas trop. Nous avions appris tous les deux l'importance de l'espace, de l'autonomie, mais suffisamment pour reconstruire quelque chose de vrai. Un dimanche sur 2, il venait déjeuner chez moi. Je préparais les plats qu'il aimait enfant. Le gigot au flageolet, la tarte aux pommes de grand-mère, le pot-au-feu que je laissais mijoter des heures. Il mangeait avec appétit, me racontait sa semaine, ses collègues, ses projets. Et surtout, il me posait des questions sur moi, sur ma vie, sur ce que j'aimais, ce que je voulais faire, comment j'allais vraiment. Ce n'était plus ce dialogue de façade où l'on échange des banalités pour combler le silence. C'était une vraie conversation, entre deux adultes qui s'aiment et se respectent. Un samedi matin de mai, Mathieu m'a appelé. « Maman, tu es libre cet après-midi ?»« Oui, pourquoi ?»« J'aimerais qu'on aille quelque part, ensemble, si tu veux. » Sa voix était étrange, douce, mais chargée d'émotion. J'ai accepté sans poser de questions. Il est venu me chercher vers 14 heures. Nous avons pris la voiture et sommes sortis de Nantes, direction l'ouest. Je regardais défiler le paysage, les champs verts, les petits villages aux maisons blanches, les clochers qui piquaient vers le ciel. Mathieu ne disait rien. Il conduisait, concentré, une musique classique en fond sonore. Du Debussy, je crois. Quelque chose de doux et mélancolique. Après une 40aine de minutes, nous sommes arrivés devant un portail en fer forgé. Un cimetière, celui de Bouguenais, où Henri était enterré. Mon cœur s'est serré. Mathieu, je sais, ça fait longtemps. Pour moi aussi. Nous sommes descendus de la voiture. Mathieu a sorti un bouquet de roses blanches du coffre, les préférés d'Henri. Nous avons marché en silence entre les allées de tombes, nos pas résonnant sur le gravier. Le cimetière était paisible, baigné de cette lumière dorée, typique des fins d'après-midi de printemps. Quelques oiseaux chantaient dans les arbres. On entendait au loin le ronronnement de la circulation sur la rocade. La tombe d'Henri était simple. Une pierre grise, sobre, avec son nom, ses dates et une phrase que j'avais choisie. « Époux et père aimé, tu nous manques. » Mathieu a déposé les fleurs, puis il s'est agenouillé, a posé sa main sur la pierre froide. « Salut, papa », a-t-il murmuré. Je me suis détournée pour leur laisser un moment d'intimité. J'ai fait quelques pas, les yeux perdus sur les tombes voisines. Des noms, des dates, des vies résumées, en quelques mots, gravés dans le marbre. Tant de destins, tant d'histoires. Au bout d'un moment, Mathieu m'a rejointe. Il avait les yeux rouges. « Je lui ai parlé », a-t-il dit doucement. « Je lui ai raconté tout. Valérie, mes erreurs, comment je t'ai laissé tomber, comment tu m'as sauvée. » Mathieu. « Non, maman, laisse-moi finir. » Il a pris une longue inspiration. Papa m'aurait botté les fesses s'il avait vu comment je me comportais. Il m'aurait mis face à mes responsabilités bien avant toi. Il m'aurait dit de grandir, d'assumer, de protéger ce qui compte vraiment. Sa voix s'est brisée. Je lui ai promis que j'allais le faire, que j'allais être l'homme qu'il voulait que je sois. Pas parfait, mais honnête, présent, digne. Je l'ai pris dans mes bras. Là, au milieu de ce cimetière, sous le soleil de mai, nous avons pleuré ensemble. Pour Henri, pour le temps perdu, pour les erreurs commises, mais aussi pour l'espoir qui renaissait. Les semaines suivantes ont apporté des nouvelles inattendues. D'abord, j'ai reçu un appel de Maître Dupont, l'avocat qui avait géré le divorce de Mathieu. Valérie avait quitté Paris. Elle s'était installée à Lyon avec un nouveau compagnon, un entrepreneur dans l'immobilier, apparemment fortuné. Elle recommençait le même schéma. Mais ce n'était plus mon problème, plus celui de Mathieu non plus. « Elle ne vous contactera plus », m'avait assuré l'avocat. Elle a signé une clause de non-contact. Si elle tente quoi que ce soit, prévenez-moi immédiatement. J'ai remercié et raccroché. J'ai regardé par la fenêtre, cette fenêtre qui avait été le témoin de tant de moments dans cette histoire.
et j'ai senti quelque chose se libérer définitivement en moi. Valérie n'était plus une menace, juste un mauvais souvenir qui s'estompait. La deuxième nouvelle était venue de Monsieur Lebrun, mon conseiller bancaire. Il m'avait convoqué pour faire un point sur mes finances. « Madame Garnier, avec l'arrêt des virements mensuels et la fermeture des comptes de votre belle-fille, votre situation financière s'est considérablement améliorée. Vos économies se reconstituent. À ce rythme, d'ici 2 ans, vous aurez récupéré une grande partie de ce que vous aviez perdu. » Il m'a montré des graphiques, des colonnes de chiffres. Je n'ai pas tout compris. Les chiffres n'ont jamais été mon fort. Mais j'ai saisi l'essentiel. J'allais bien. Pour la première fois depuis des années, je n'avais plus à me soucier de fins de mois difficiles, de choix impossibles entre ma vie et celle de mon fils. Et j'ai une suggestion, a ajouté Monsieur Lebrun avec un sourire. Vous avez travaillé dur toute votre vie. Vous avez donné. Peut-être qu'il est temps de vous faire plaisir. Un voyage ? Une rénovation de votre appartement ? N'importe quoi qui vous ferait plaisir. Un voyage. L'idée m'a surprise. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas pensé à voyager. Henri et moi avions prévu d'aller en Italie après sa retraite. Rome, Florence, Venise. Nous n'en avions jamais eu l'occasion. La vie en avait décidé autrement. Un soir de juin, Mathieu est passé me voir à l'improviste. Il tenait une enveloppe à la main et avait l'air étrangement nerveux. « Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri ? » « Assieds-toi, maman. » J'ai obéi, intriguée. Il s'est installé en face de moi et a posé l'enveloppe sur la table. « J'ai vendu la Mercedes. » « Quoi ? » « La voiture que j'avais avec Valérie. Je n'en avais plus besoin. Je prends le tram pour aller au travail, c'est plus pratique. Et cette voiture me rappelait trop de mauvais souvenirs. Il a poussé l'enveloppe vers moi. « Il y a 8 000 € là-dedans. C'est pour toi. » « Mathieu, non. »« Si, maman. Écoute-moi. » Sa voix était ferme, déterminée. « Je ne peux pas te rembourser les 90 000 € que tu nous as donnés. Pas tout de suite, en tout cas. Mais je vais le faire. Petit à petit. Ça va prendre des années. Je le sais. Mais je vais le faire. Parce que c'est juste. Parce que tu le mérites. » J'ai senti les larmes monter. « Tu n'es pas obligé. » »« Si, je suis obligée. Pas parce que tu me le demandes, mais parce que c'est ce qui est juste. Papa me l'aurait dit. » Il a souri, les yeux brillants. « Et puis, j'ai une autre raison. Je veux que tu saches que je ne suis plus cet homme-là, celui qui prenait sans rien donner, celui qui te considérait comme acquise. Je veux te prouver que j'ai changé, vraiment. » J'ai tendu la main par-dessus la table et j'ai serré la sienne. « Tu n'as rien à me prouver, Mathieu. Tu es déjà l'homme que tu devais devenir. » Nous sommes restés comme ça un moment, main dans la main, en silence. Parfois, les mots ne sont pas nécessaires. Parfois, la simple présence suffit. Avec cet argent et mes propres économies qui se reconstituaient, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'aurais jamais osé imaginer quelques mois auparavant. J'ai réservé un voyage, 15 jours en Italie. Rome, Florence, Venise. Exactement le périple qu'Henri et moi avions prévu. Mathieu a insisté pour m'accompagner à l'aéroport le jour du départ. « Tu es sûre que tu veux y aller seule ?» m'a-t-il demandé en sortant ma valise du coffre. « Certaine. Tu ne vas pas te sentir seule ?» J'ai réfléchi un instant. « Peut-être. Mais j'ai besoin de ça, Mathieu. J'ai besoin de savoir que je peux le faire, que je peux vivre pour moi. » Il m'a embrassée sur le front. « Tu es la femme la plus courageuse que je connaisse, maman. » Je ne suis pas courageuse. Je suis juste vivante. Dans l'avion, j'ai regardé Nantes s'éloigner par le hublot. La ville où j'étais née, où j'avais grandi, aimé, souffert. Cette ville qui était mon ancre et, parfois, ma prison. Je savais que j'y reviendrais. Mais pour l'instant, j'étais ailleurs, libre. L'Italie a été une révélation. Rome m'a submergée. Ses ruines antiques, ses églises majestueuses, ces places animées où les Italiens vivent à voix haute, sans retenue. J'ai passé des heures à marcher dans les rues pavées, un chapeau sur la tête pour me protéger du soleil, un guide dans une main et un gelato dans l'autre. J'ai visité le Colisée, le Vatican, la fontaine de Trévi, où j'ai jeté une pièce en faisant un vœu.
le même que font tous les touristes, celui de revenir. À Florence, j'ai pleuré devant le David de Michel-Ange. Cette perfection de marbre, cette beauté figée pour l'éternité, m'a touchée d'une manière que je n'aurais su expliquer. Peut-être parce qu'elle me rappelait que les êtres humains sont capables de créer des choses extraordinaires, que malgré toute notre petitesse, toutes nos erreurs, nous pouvons laisser quelque chose de beau derrière nous. Et Venise a été ma préférée. Cette ville impossible, construite sur l'eau, qui aurait dû s'effondrer depuis des siècles, mais qui tient encore debout, obstinée, fragile et magnifique. J'ai pris le Vaporetto sur le Grand Canal. Je me suis perdue dans les ruelles étroites. J'ai bu des spritz en terrasse en regardant les gondoles glisser sur les canaux verts. Un soir, alors que j'étais assise sur les marches d'un petit pont près de l'église San Barnaba, j'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un message à Mathieu. « Je suis à Venise. C'est magnifique. Ton père aurait adoré. Je pense à lui. Je pense à toi. Je suis heureuse. Je t'aime. » Sa réponse est arrivée quelques minutes plus tard. « Je suis fière de toi, maman. Profite de chaque instant. Tu le mérites. Je t'aime aussi. » J'ai souri, rangé mon téléphone, et je suis restée là, sur ces marches usées par les siècles, à regarder le soleil se coucher sur Venise. Le ciel virait au rose, à l'orange, au violet. L'eau des canaux reflétait ses couleurs comme un miroir liquide. Des cloches d'église sonnaient au loin. Et j'ai réalisé quelque chose de fondamental. J'étais bien, vraiment bien. Pas de ce bien de façade qu'on affiche par politesse. Non, ce bien profond, intérieur, qui vient quand on est enfin en paix avec soi-même. Je suis rentrée à Nantes 2 semaines plus tard, bronzée, reposée, transformée. Mathieu m'attendait à l'aéroport avec un bouquet de fleurs. « Alors ?» a-t-il demandé en m'enlaçant. « C'était parfait. Tu vas me raconter ?»« Évidemment. Mais d'abord, dis-moi ce qui s'est passé ici. Tu as l'air différent. » Il a rougi légèrement. « J'ai rencontré quelqu'un. Mon cœur a fait un bond. Vraiment ? Elle s'appelle Claire. On travaille dans la même entreprise. Elle est comptable. Elle est normale, maman. Gentille, simple, honnête. Pas de grands airs, pas de manipulation. Juste une fille bien. » Il a marqué une pause. « On prend notre temps. On apprend à se connaître. Et si un jour tu veux la rencontrer ? Je veux. » ai-je dit sans hésiter. « Bien sûr que je veux. » Le dimanche suivant, Mathieu est venu déjeuner avec Claire. C'était une jeune femme de 30 ans environ, aux cheveux châtains coupés courts, avec des lunettes rondes et un sourire franc. Elle portait un jean et un pull simple, pas de marque visible, pas d'apparat. Quand elle est entrée, elle m'a tendu la main puis, se ravisant, m'a embrassée sur les 2 joues. « Madame Garnier, je suis ravie de vous rencontrer. Mathieu m'a beaucoup parlé de vous. »« En bien, j'espère, » ai-je répondu avec un sourire. « Que du bien. » Le déjeuner s'est déroulé dans une atmosphère détendue, chaleureuse. Claire était facile à vivre. Elle posait des questions, écoutait vraiment les réponses, riait facilement. Elle m'a aidée à débarrasser sans que je le lui demande, à complimenter sincèrement ma tarte aux pommes, à raconter des anecdotes drôles sur son travail. À un moment, alors que Mathieu était allé chercher le café à la cuisine, elle s'est penchée vers moi. « Madame Garnier, je voulais vous dire, Mathieu est un homme bien. Il a fait des erreurs, je le sais. Il me l'a raconté. Mais il apprend. Il grandit. Et beaucoup de ça, c'est grâce à vous. » J'ai senti ma gorge se serrer. « Prenez soin de lui, » ai-je murmuré. « Je vous le promets. Et vous, prenez soin de vous aussi. » Les mois ont passé. L'été a cédé la place à l'automne, puis à l'hiver. Nantes s'est de nouveau enveloppée dans sa brume humide, ses pluies fines, ses ciels bas. Mais cette fois, je ne ressentais plus cette mélancolie qui m'accompagnait depuis la mort d'Henri. J'avais appris à aimer ma solitude, non pas comme un fardeau, mais comme un espace à moi, un lieu de paix. Mathieu et Claire se sont installés ensemble au printemps suivant. Ils ont acheté un petit appartement près du jardin des plantes. Ils m'ont invité pour la pendaison de crémaillère. C'était modeste, chaleureux, vivant.
Rien à voir avec l'appartement clinquant que Mathieu avait partagé avec Valérie. C'était un vrai foyer. Ce jour-là, en les regardant rire ensemble en essayant de monter un meuble Ikea, j'ai su que Mathieu allait bien, qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait. Pas la perfection, pas le grand luxe, mais quelque chose de plus précieux. L'authenticité, la douceur, le respect. 2 ans après ce fameux appel de Valérie, je me suis réveillée un jeudi matin de novembre. Exactement le même mois, presque le même jour. J'ai préparé mon thé à la bergamote. Je me suis installée près de ma fenêtre. Il pleuvait, évidemment. Nantes et sa pluie éternelle. Mais cette fois, je souriais. J'ai repensé à ce jour, à cette voix au téléphone. « Arrange ça maintenant !» À ce moment où j'avais raccroché, envoyé cet email, fermé définitivement la porte à des années d'humiliation. Certaines personnes m'ont dit que j'avais été cruelle, que j'aurais dû être plus tolérante, plus compréhensive, que les familles doivent toujours pardonner, toujours donner des secondes chances. Mais moi, j'avais appris quelque chose de fondamental. Le pardon ne signifie pas l'oubli. La miséricorde ne signifie pas l'acceptation de l'inacceptable. Aimer quelqu'un ne signifie pas s'effacer pour lui. Et parfois, dire non, fermement, définitivement, est le plus grand acte de dignité qu'on puisse accomplir. J'avais pardonné à Mathieu, non pas en oubliant ce qui s'était passé, mais en acceptant ses excuses sincères, en reconnaissant ses efforts, en croyant en sa capacité à changer. Et il avait changé, vraiment. Valérie, elle, je ne lui avais rien pardonné. Et je n'en éprouvais aucune culpabilité. Certaines personnes ne méritent pas notre énergie, notre temps, notre âme. Les reconnaître et les éloigner n'est pas de la méchanceté, c'est de la sagesse. Aujourd'hui, à 70 ans, je vis une vie que je n'aurais jamais imaginée il y a quelques années. Je voyage, j'ai visité l'Espagne, le Portugal. Je prévois la Grèce pour l'année prochaine. Je me suis inscrite à un cours de peinture à l'aquarelle au centre culturel du quartier. Mes tableaux ne sont pas des chefs-d'œuvre, mais ils sont à moi et ils me rendent heureuse. J'ai renoué avec des amis que j'avais négligés. Nous nous retrouvons 1 fois par semaine pour boire du thé, parler de tout et de rien, rire de nos petites tracas et de nos grandes joies. Je ne suis plus cette femme invisible, silencieuse, qui s'effaçait devant tout le monde. Mathieu vient toujours déjeuner chez moi, maintenant avec Claire. Parfois, il m'emmène au cinéma, au restaurant, en promenade. Nous avons construit une relation saine, équilibrée, où chacun a sa place et son espace. Il me rembourse petit à petit l'argent qu'il me doit, même si je lui répète que ce n'est pas nécessaire. Mais je comprends que c'est important pour lui. C'est sa façon de fermer définitivement la parenthèse, de se prouver qu'il est devenu l'homme qu'il voulait être. Et moi, j'ai appris quelque chose que j'aurais dû comprendre bien plus tôt. Ma vie ne se résume pas à être la mère de quelqu'un, l'épouse de quelqu'un, la grand-mère de futurs petits-enfants. Je suis Paulette. J'existe par moi-même. J'ai des désirs, des rêves, des limites. Et ces limites ne sont pas égoïstes. Elles sont nécessaires. Ce matin de novembre, 2 ans après tout ça, j'ai sorti une vieille photo d'Henri. Elle était rangée dans un tiroir avec toutes les autres, ces fragments de vie figés sur papier glacé. Sur celle-ci, nous étions jeunes, debout devant le château des Ducs de Bretagne, le jour de nos 20 ans de mariage. Henri me tenait par la taille, j'avais la tête posée sur son épaule. Nous sourions. J'ai regardé cette photo longtemps, puis j'ai souri. « Henri !» ai-je murmuré. « J'espère que tu es fier de moi. J'espère que tu vois que j'ai retrouvé ma force, celle que j'avais quand tu étais là, celle que j'ai perdue pendant quelques années, mais que j'ai finalement récupérée. » J'ai replacé la photo dans le tiroir, pas par tristesse, mais parce que le passé est le passé. Henri restera toujours dans mon cœur, mais ma vie continue. Et elle est belle. L'après-midi, j'ai reçu un appel de Mathieu. « Maman, tu fais quoi demain soir ?»« Rien de spécial, pourquoi ?»« Claire et moi, on voudrait t'inviter à dîner. On a une nouvelle à t'annoncer. » Mon cœur a bondi. Une bonne nouvelle ? Une très bonne nouvelle. J'ai raccroché avec un sourire.
Je ne savais pas encore ce qu'ils allaient et m'annoncer. Un mariage? Un bébé? Un nouveau projet? Mais peu importait. Ce qui comptait, c'était qu'ils voulaient le partager avec moi, que j'avais une place dans leur vie. Une vraie place. Pas celle d'une spectatrice silencieuse, mais celle d'une personne aimée, respectée, valorisée. Ce soir-là, assise près de ma fenêtre, j'ai regardé Nantes s'endormir lentement. Les lumières s'allumaient une à une. Les derniers passants rentraient de chez eux, le col relevé contre le froid. La pluie avait cessé. Le ciel, entre les nuages, laissait entrevoir quelques étoiles. Et j'ai pensé à cette phrase que Madame Arnaud m'avait dite il y a 2 ans, ce jour où je lui avais confié mes doutes, mes peurs, mon envie de tout laisser tomber. L'amour d'une mère a des limites, ça devrait en avoir. Sinon, ce n'est plus de l'amour, c'est de l'autodestruction. Elle avait raison, tellement raison. J'avais failli me détruire. Par amour mal placé, par peur de l'abandon, par cette croyance erronée que le sacrifice était noble et que s'effacer était aimer. Mais j'avais appris, lentement, douloureusement, mais j'avais appris. Aimer, ce n'est pas tout accepter, c'est poser des limites, c'est dire non quand c'est nécessaire, c'est exiger le respect, c'est savoir se retirer quand la relation devient toxique. Et c'est aussi, surtout, savoir accueillir de nouveau ceux qui reconnaissent leurs erreurs, qui changent vraiment, qui méritent une seconde chance. Mathieu avait mérité cette seconde chance. Il l'avait gagnée par ses actes, ses efforts, sa transformation. Et moi, j'avais appris à distinguer ceux qui méritent notre pardon de ceux qui ne le méritent pas. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une lettre, une vraie lettre, dans une enveloppe en papier craft, avec un timbre collé à la main et une écriture que je ne reconnaissais pas. Je l'ai ouverte avec curiosité. C'était de Claire. Chère Paulette, je prends la liberté de vous écrire ces quelques lignes parce que je voulais vous dire quelque chose que je n'ai pas osé dire de vive voix. Mathieu m'a raconté votre histoire. Pas tous les détails. Certaines choses lui appartiennent. Mais suffisamment pour que je comprenne le chemin que vous avez parcouru tous les deux. Je voulais vous dire merci. Merci d'avoir eu le courage de dire stop. Merci d'avoir refusé d'accepter l'inacceptable. Parce que si vous ne l'aviez pas fait, Mathieu serait encore prisonnier. Et moi, je n'aurais jamais rencontré l'homme qu'il est aujourd'hui. Vous lui avez appris quelque chose de fondamental, qu'on ne peut pas construire le bonheur sur la souffrance de quelqu'un d'autre. Que l'amour véritable nécessite du respect, de l'attention, de la réciprocité. Que les relations saines ont des limites claires. Alors merci, pour lui, pour moi, pour tous ceux qui, un jour, bénéficieront de cette leçon. Avec toute mon affection, Claire PS. La nouvelle qu'on veut vous annoncer, c'est qu'on va se marier. Et on aimerait beaucoup que vous soyez là. Pas juste présente, mais à nos côtés, comme vous auriez toujours dû l'être. J'ai dû relire la lettre 3 fois avant que les larmes ne se mettent à couler. Des larmes de joie, cette fois, de soulagement, de gratitude. Le mariage a eu lieu 6 mois plus tard, en juin, dans un petit manoir à la campagne près de Nantes. C'était une cérémonie simple, intime, avec une 50aine d'invités seulement. Claire portait une robe blanche toute simple, sans artifice. Mathieu, dans son costume gris, la regardait comme si elle était la 8e merveille du monde. J'étais assise au premier rang, pas cachée au fond de l'église comme lors de son premier mariage avec Valérie. Au premier rang, visible, reconnu. Quand le prêtre a demandé « Y a-t-il quelqu'un qui s'oppose à cette union ?» J'ai souri. Cette fois, personne ne s'opposerait. Cette fois, c'était juste. Lors de la réception, Mathieu a prononcé un discours. Il a remercié ses amis, ses collègues, les parents de Claire. Et puis, il s'est tourné vers moi. « Maman, j'aimerais dire quelque chose. Il y a quelques années, j'étais perdue. J'avais fait des choix qui m'éloignaient de qui j'étais vraiment. J'avais oublié les valeurs que papa et toi m'aviez enseignées. J'avais oublié ce qui comptait vraiment. » Il a marqué une pause, la voix tremblante. « Et puis tu as eu le courage de dire stop, de poser des limites, de me forcer à me regarder dans un miroir. Ça a été douloureux. Mais c'était nécessaire. Tu m'as sauvée, maman.
tu nous as sauvés. » Il a levé son verre. « À Paulette Garnier, la femme la plus forte, la plus courageuse, la plus aimante que je connaisse. Merci, maman, pour tout. » Tout le monde a levé son verre. J'ai entendu des « santé » joyeux résonner dans la salle. Et moi, assise là, entourée de ces gens qui m'aimaient, qui me respectaient, j'ai senti une vague de bonheur pur me submerger. Ce soir-là, de retour chez moi, j'ai de nouveau sorti la photo d'Henri. Cette fois, je l'ai installée sur ma table de nuit, bien en vue. « On a réussi, mon amour », ai-je murmuré. « Notre fils est devenu un homme bien. Il a trouvé le bonheur, le vrai. Et moi aussi, j'ai trouvé la paix. » J'ai éteint la lumière et je me suis couchée, le cœur léger. Dehors, Nantes dormait sous un ciel étoilé. Fait rare pour une ville si souvent noyée sous les nuages. Par la fenêtre entr'ouverte, j'entendais le chant lointain d'un rossignol. Un chant d'espoir, un chant de renaissance. Aujourd'hui, quand je repense à ce jour de novembre où j'ai raccroché au nez de Valérie, je ne ressens plus aucune culpabilité, aucun regret, juste de la gratitude. Gratitude pour avoir trouvé le courage de dire non. Gratitude pour avoir compris que je méritais mieux. Gratitude pour avoir donné à Mathieu l'opportunité de grandir. Gratitude pour Claire, qui l'aime vraiment. Gratitude pour ma vie, qui a recommencé à 68 ans. On dit souvent qu'il n'est jamais trop tard pour changer. C'est vrai. Mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'il faut du courage. Un courage immense. Le courage de rompre avec les habitudes, les peurs, les schémas toxiques. Le courage d'affronter la solitude, le jugement, l'incertitude. Le courage de choisir sa dignité plutôt que la paix apparente. Ce jour-là, le luxe de Valérie a pris fin. Mais en vérité, c'était ma propre libération qui avait commencé. Et aujourd'hui, à 70 ans, je peux dire avec certitude, je suis libre, je suis en paix, je suis vivante, vraiment vivante. Fin. Elle m'a appelée en criant « Arrange ça maintenant, la carte ne marche pas et je dois acheter un parfum importé pour mon ami. » Je suis restée silencieuse, me souvenant de chaque humiliation. Ensuite, j'ai raccroché calmement et j'ai envoyé un email au gérant. Fermer tous ses comptes, immédiatement. Ce jour-là, son luxe a pris fin.